Vous savez très bien par expérience personnelle que le rôle qui est confié est un rôle particulièrement ingrat s'il expose des réactions que vous avez su modérer. J'espère que ceux qui vont se parler maintenant auront la même tolérance que celle dont vous avez fait preuve. Donc maintenant, la parole est à Jean-Luc Clarisse, qui expose le point de vue du patient expert sur les premières applications sur les malades et les attentes. Vous avez 15 minutes. Merci. Si je me place en tant que patient lambda, je dirais que l'expression médecine personnalisée reste un concept un peu flou, si ce n'est l'objectif louable de traiter les personnes malades. Alors ça semble bien sûr particulièrement attrayant, mais la médecine personnalisée que l'on tente de nous vendre repose en réalité quand même sur un dispositif et un processus particulièrement complexe, où se mêlent des analyses génétiques, biologiques, que l'on peut trouver d'ailleurs aujourd'hui sur Internet, puisqu'on les trouve en libre service à partir d'une centaine d'euros, et dont les résultats peuvent être délétères pour les bien portants qui se découvrent à risque, sans même comprendre les implications que tout ceci peut avoir sur leur vie personnelle, professionnelle ou sociale. Il y a l'utilisation des technologies complexes, bases de données informatisées, banques de tissus, qui nécessitent l'implication de spécialistes, d'experts en tout genre, devant être en capacité de les interpréter. On peut d'ailleurs légitimement s'interroger sur la viabilité de ces systèmes concernant le traitement des données, le stockage des échantillons, l'utilisation des tissus dans le temps pour la production de nouveaux traitements, où se mêle aussi une recherche clinique qui va nécessiter le recrutement d'un très grand nombre de malades, dont beaucoup à terme ne bénéficieront pas de ces nouveaux traitements. La question se posera d'ailleurs sur la place individuelle du sujet malade dans l'étude par rapport à l'intérêt du groupe. L'objectif poursuivi, on le comprend bien, ne sera pas l'intérêt personnel du sujet, mais l'intérêt général. Encore faudra-t-il l'expliquer. Où se mêle aussi la production de traitements facilitant, ou censés faciliter le mieux vivre à domicile, puisque prescrit par voie orale, mais face à des malades chroniques, comme on l'a entendu tout à l'heure, de plus en plus multipathologiques, quel en sera le suivi? Par qui? Le médecin traitant, le spécialiste du centre spécialisé, et qui sera formé pour? Comment assurer un suivi qui nécessite un travail en équipe interdisciplinaire, parfois jusqu'au lit du malade, alors même que les professionnels de santé en ville aujourd'hui sont majoritairement isolés? Qui formera ces professionnels de santé pour accompagner les malades, pour interpréter les données, pour les utiliser et maîtriser les nouvelles technologies? Donc on voit bien quand même que beaucoup de questions sont encore en suspens pour les malades si l'on veut développer ces thérapies ciblées. Une fois le traitement administré, encore faudra-t-il qu'il fonctionne? Pour combien de temps? Quelle sera la performance d'un nouveau produit en interaction avec d'autres traitements? Quelles mesures prendre face aux résistances possibles qui ne manqueront pas de survenir? Il faudra bien s'interroger aussi sur le prix de ces nouveaux produits et s'assurer qu'ils bénéficieront à tous les malades, ceci afin d'éviter une médecine à deux vitesses, celle favorable aux riches et beaucoup moins aux pauvres. Nous savons aujourd'hui d'ailleurs que le facteur de mortalité du cancer est surtout lié au niveau socio-économique des malades et non au séquençage de la tumeur. C'est le retard dans l'accès au diagnostic qui pose problème. Avec la médecine personnalisée, nous allons nous trouver confrontés à un changement de paradigme du monde médical. Et quelle capacité aura l'ensemble des acteurs de la santé à faire face à ce qui s'annonce aujourd'hui comme une révolution dans la connaissance du risque à être malade, alors même que notre système de santé aujourd'hui privilégie le soin plutôt que la prévention? Que le financement de notre système de santé basé sur la solidarité s'élève pas petit à petit au financement privé et que la prise en charge des personnes malades risque fortement d'être proportionnelle aux ressources de l'individu, laissant de plus en plus de côté les plus fragiles, les moins aptes à assumer financièrement ce changement. C'est le risque de discrimination pour l'accès au traitement qui doit être posé. Quant à ceux qui en bénéficieront, du fait du coût du traitement et de leur prise en charge, ne devront-ils pas en contrepartie être plus coopératifs? Comment assurera-t-on le droit fondamental du malade au refus de soins pendant le traitement, alors que l'on parle de plus en plus du devoir d'observance? Ne risque-t-on pas d'avoir une personnalisation de la tarification du traitement suivant cette observance ou non-observance? Concernant la question de l'information du malade, comment sera-t-elle assurée et par qui?
Certes, le malade devient sachant et on le voudrait acteur de sa santé. Mais encore faut-il être en capacité de l'être, surtout lorsque l'on aborde la médecine personnalisée. Quelles données disposera le patient pour prendre les bonnes décisions? Comment y accédera-t-il? Quels moyens disposera-t-il pour interpréter ses propres données? Et sur qui pourra-t-il s'appuyer? Sur quels interlocuteurs? Et pour les personnes qui ne souhaiteront pas savoir, quand un professionnel de santé sera détenteur d'une information à risque pour le malade, aura-t-il l'obligation de l'en informer? Le malade aura-t-il le choix, voire le droit, de savoir ou de ne pas savoir? Il faudra bien sûr aussi personnaliser la prévention. Or aujourd'hui, les messages de prévention sont généralistes et n'atteignent pas leur cible comme on le voudrait. Les comportements à risque sont nombreux. Il faudra donc former le citoyen, les malades, provoquer des débats citoyens sur le long terme en région, au plus près de la population, pour traiter des enjeux et des avancées de la médecine personnalisée. La communication devra être adaptée à la population générale, sous une forme interactive, ludique pour les plus jeunes, avec une vulgarisation des informations pour rendre le citoyen, le malade, acteur de sa santé. Il faudra faciliter aussi leur esprit critique pour qu'ils puissent prendre une décision en connaissance de cause. Le citoyen, le patient, devra être intégré dans les processus de décision sur la recherche aussi de façon globale. On pourra responsabiliser les citoyens patients que si on leur transmet toutes les informations utiles. La parole des malades et leur prise de parole seront à privilégier. Les associations de patients doivent être impliquées car elles jouent un rôle de régulateur pour éviter aussi la dérive de la recherche. Souvenons-nous quand même que ce sont les malades, membres d'associations, qui ont orienté la recherche sur le sida, s'opposant parfois aux intérêts des laboratoires. Ce sont les patients touchés par le VIH qui ont poussé à la combinaison des molécules, ce qu'on appelle la trithérapie. Les associations seront donc un atout pour la médecine personnalisée et son développement, et non un acteur bloquant. Face à la médecine personnalisée, le parcours de soins reste insuffisant. Il faudra penser en termes de parcours de santé et même de vie du malade ou du futur malade à risque. Il nous faudra une vision organisationnelle des soins allant du dépistage au traitement administré. Cette évolution de la médecine doit concourir à une relation de confiance entre soignés et soignants. La réticence, la défiance se représentent chez les patients. Il faudra rassurer ceux-ci qui ne bénéficieront pas de ces nouveaux traitements. Enfin, ceux qui ne bénéficieront pas de ces nouveaux traitements. Pardon. Prendre le temps de l'explication, leur proposer une autre alternative. Il faudra aussi les accompagner, mettre des mots MOTS sur les mots MOTS face à ce qui sera ressenti comme une injustice. Les associations de patients, les représentants des usagers présents en ville devront aider les professionnels de santé à accompagner ces malades vers la mise en place d'un projet de vie et de soins plus classique. Les discours, les pratiques non maîtrisées des professionnels de santé, des institutions, seront génératrices de souffrance. Et tout professionnel de santé se verra pointé du doigt en cas de problème éventuel ou de mauvaise interprétation. Il sera particulièrement difficile pour un médecin isolé, comme je l'ai précisé préalablement, d'envisager de prendre en charge des patients anxieux, détenteurs de leur analyse génétique et en attente de réponse. Le temps de l'information, de l'analyse des données, le suivi des soins ne pourront se faire que dans une coordination de la prise en charge au plus près de leur lieu de vie. Cette confiance, nécessaire et attendue de part et d'autre, passera par la bonne connaissance par le malade et sa famille des tenants et aboutissants de la recherche, de la médecine personnalisée, des systèmes complexes utilisés, ce qui passe par la délivrance d'une information éclairée sur la conservation des données, leur utilisation possible dans le futur. Et il faudra prendre le temps de leur expliquer cette situation relationnelle complexe de tous les acteurs en santé engagés dans leur prise en charge. Il ne sera pas possible d'éluder ces points-là. Les aspects techniques et pratiques de cette médecine personnalisée vont nécessiter, à n'en pas douter, en proximité, une réflexion éthique de la part des professionnels de santé. Face à un dossier patient informatisé, qui sera abondé de toutes parts par une multitude d'informations, avec la survenue d'événements indésirables, probables, plus ou moins importants, il faudra que le médecin généraliste soit à la hauteur, d'autant plus face à un patient surinformé, mais pas forcément bien informé. Il sera nécessaire de s'assurer que face à la détention de toutes ces informations, de leur partage, le consentement éclairé du patient ne soit pas qu'une simple formalité. La sécurité des données et l'accès des données de chaque malade seront un enjeu important. La technicité, la complexité de cette prise en charge nécessitera pour les médecins un module de prescription numérique s'appuyant sur un système d'aide à la décision. Le risque d'erreur, de dysfonctionnement ne sera pas rare. Il faudra s'y préparer. N'oublions pas de même que face au développement de cette médecine individualisée,
face aux actions de prévention nécessaires, aux données stockées, au secret médical à respecter, un problème dans la sécurité des données ou tout simplement l'erreur humaine ne sont pas négligées. Le risque zéro n'existe pas. Certaines informations personnelles pourront se retrouver, à n'en pas douter, entre des mains mal intentionnées. Certaines informations, volontairement ou involontairement, impacteront les personnes dans leur vie privée, familiale, mais aussi professionnellement, ou pour celles en recherche d'emploi, avec toutes les conséquences que cela produira. C'est pour cela qu'il nous faut, dès aujourd'hui, dans le cadre du parcours de santé et de vie du malade, s'atteler à changer en profondeur les mentalités des médecins, des soignants, mais aussi des patients. Face à la médecine personnalisée, le risque des discriminations à l'emploi ou à la garde de son emploi sera une réalité. Alors même que la maladie ne serait pas déclarée, ne le sera peut-être jamais. Nous le voyons déjà dans le traitement du cancer classique, une population malade, fragilisée financièrement, sans emploi, est plus difficile à prendre en charge. La discrimination à l'emploi de la personne reste encore très forte, qu'elle soit en activité ou en recherche d'emploi. Pour conclure, je dirais que sur toutes ces questions, une concertation à tous les niveaux et un engagement de la société civile est nécessaire. Le rôle des représentants des usagers au travers de la démocratie en santé sera important. Le risque d'une judiciarisation des plaintes ne sera pas négligeable, d'autant plus du fait de l'informatisation complexe qui sera nécessaire pour le déployer et qui se positionnera donc comme un tiers incontournable dans la prise en charge. La place de la médiation en santé, en transversalité, centres spécialisés, villes, entreprises, sera à n'en pas douter un enjeu important dans la résolution des conflits et même pour prévenir ces conflits. Face à ces changements qui s'annoncent, j'entends parler aujourd'hui, moi, de véritables révolutions sociétales, soit, mais des intérêts particuliers, les jeux de pouvoir devront s'effacer pour laisser place, de la part de tous les acteurs de la santé, associations y compris, un esprit de responsabilité partagée. C'est la seule issue possible pour que cette médecine personnalisée puisse trouver sa place et sa légitimité dans notre système de santé au service de l'intérêt général. Merci. Merci beaucoup et vous avez parfaitement tenu le temps de parole. Simplement une réflexion sur le rôle de la médiation. Vous l'avez d'ailleurs très clairement précisé. La médiation, c'est aussi ne pas entretenir des illusions non fondées. Je crois que c'est pour moi un élément essentiel. Donc, la médecine personnalisée, comme vous l'avez dit, c'est une démarche tout à fait nouvelle. Et quand vous avez évoqué dans votre propos les possibilités de traitement alternatif, j'en suis d'accord, mais en sachant que le traitement alternatif, par rapport à tout ce qu'apporte la médecine personnalisée à travers la génétique, n'aura pas, on le saura, la même efficacité. Et il faudra faire attention de ne pas faire semblant de prescrire une thérapeutique simplement, j'allais dire, compassionnelle, qui a sa place, je ne le dis pas. Merci beaucoup de votre exposé. Je donne maintenant la parole à Chantal Boupard, qui traite de la question suivante, le point de vue de l'anthropologue québécoise en matière d'impact sociétal. Vous avez un quart d'heure.